Bonjour à tous, c'est Caro. On est très content de vous retrouver pour cette deuxième étape du WinDev Tech Tour 26. Bonjour, c'est Manu. Vous allez voir cet après-midi encore, ça va être très dense. Ah bon? Il y a de la musique? Et bonjour, c'est Marc. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui encore, on a plein de belles choses à voir ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Comme c'est un WinDev Tech Tour, on est parti pour 1 heure de technique avec WinDev, WebDev et WinDev Mobile 26. Et je vous le rappelle, on est en direct. Allez, c'est parti. Et Marc, Oui, j'ai un truc à te demander. oui. En fait, j'ai un gros défaut. J'aime pas attendre sans rien faire. Oui, et en quoi ça me concerne? Par exemple, dans mes applis, quand je clique sur un bouton et que je vois un sablier, ça me saoule quoi. Comment je peux faire pour pas avoir de sablier? Comment tu peux faire pour pas avoir de sablier? C'est facile, tu utilises la propriété curseur souris. Comme ça, tu changes ton curseur de souris. Si tu veux pas un sablier, moi je te mets autre chose, hein. Je te mets une petite fleur, une coccinelle, ce que tu veux. Hein. Non mais Marc, t'as rien compris. Moi, ce que je veux, c'est arrêter d'être bloqué devant un sablier. Ah, d'accord. Dans ce cas-là, il faut que ton appli, elle fasse ses traitements en arrière-plan, en asynchrone. Et c'est quoi l'asynchrone? En fait, l'asynchrone, c'est quand ton application, elle lance un traitement en arrière-plan. Et du coup, toi, tu as la main. Tu peux continuer à travailler pendant que ce traitement, il s'effectue. D'accord. Et pour qu'une appli fonctionne en asynchrone, alors pour les traitements, il faut des threads ou des tâches parallèles. Pour la base de données, il faut des requêtes asynchrones. Pour les web services, des appels asynchrones. Et ça tombe bien, en double langage, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des traitements asynchrones. Ah, ça a l'air bien tout ça. Mais comment on fait? Alors, pour les threads et les tâches parallèles, c'est des sujets qu'on a déjà traités plusieurs fois. Vous avez des articles qui approfondissent ces sujets, donc dans les LST 112, 119 et 121. Aujourd'hui, dans ce workshop, on va s'intéresser principalement aux nouveautés de la version 26 qui traitent de l'asynchrone. Donc les requêtes HFSQL asynchrones, les appels de web service asynchrones. Du coup, Manu, tu vas nous parler des requêtes asynchrones, c'est ça? Alors non seulement vous en parlez, mais je vais même vous en montrer. Alors ici, j'ai une appli de gestion commerciale. On va charger le projet. Ouvrir, hop. Voilà, et go. Alors dans cette application, il y a un tableau de bord. Dans ce tableau de bord, il y a un widget qui calcule en temps réel le récap des commandes de tous les magasins. Il fait une très grosse requête qui prend au moins 15 secondes. Et pour ne pas bloquer l'utilisateur, j'ai utilisé une requête HFSQL asynchrone. Regardez, quand je clique sur le bouton « Actualiser les données » du widget, il se met à jour, mais pendant ce temps, l'utilisateur garde la main sur l'application. L'utilisateur n'est jamais bloqué. Super, c'est pile ce que je veux. Une application où je ne suis pas bloqué. Mais c'est compliqué à développer? Ah non, pas du tout, parce que je suis en WinDev. Tenez, je vous montre. Je reviens dans l'éditeur. On va aller voir le code de la procédure actualisée du widget état des commandes. Le voilà. Alors ici, on a exécuté la requête en asynchrone. Alors, exécuter une requête de manière asynchrone, c'est très facile. Il suffit d'utiliser la nouvelle fonction wlangage hexecute requête asynchrone. Comment on s'y prend? En fait, il suffit de remplacer le hexecute requête que vous connaissez tous par la fonction hexecute requête asynchrone. Donc cette nouvelle fonction, elle prend en paramètre, bien sûr, la requête à exécuter et deux callbacks. Une callback qui sera appelée pour chaque enregistrement renvoyé et une deuxième callback qui sera appelée à la fin de l'exécution de la requête. Donc ici, les deux callbacks, je les ai déclarés juste en dessous dans des procédures internes. Alors vous voyez la première callback, donc celle qui est appelée régulièrement pour chaque enregistrement renvoyé. Ici, elle calcule l'état de l'enregistrement, le libellé de l'état, et ensuite elle ajoute la ligne dans la zone répétée. Donc du coup, cette zone répétée, en fait, elle va se remplir au fur et à mesure que les résultats arrivent, sans me bloquer. C'est ça l'asynchrone. Et dans la deuxième callback, donc ça c'est celle qui est appelée quand l'exécution de la requête est terminée, en fait je dégrise le bouton actualiser. Ah mais c'est super facile à programmer alors. Allez, je suis sûre que vous avez des petits trucs et astuces à faire partager. Oui, quand vous devez passer des paramètres à une requête asynchrone, il faut utiliser la syntaxe requête.paramètre avant l'appel. Comme ici, vous voyez, avant l'appel de hexecute requête asynchrone, on initialise le paramètre p_année avec l'année en cours. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les callbacks, elles sont appelées dans le thread principal de l'application, comme la fonction hexecute requête asynchrone d'ailleurs. Du coup, avantage, dans la callback, je peux accéder directement au champ.
Alors attention, la callback ne doit pas faire des calculs longs, sinon vous perdez l'intérêt de la synchrone. Si le traitement dans la callback il est long, faites plutôt la requête dans une tâche parallèle. Donc là, on est sur HFSQL. Et si j'ai une base de données Oracle, je peux aussi faire des requêtes asynchrones? Oui, ça marche. En fait, ça marche exactement pareil. Il suffit d'avoir le connecteur natif. Et tout à l'heure, tu as aussi parlé des web services, c'est ça? Ça marche comment? Alors oui, pour les web services aussi, tu peux faire des appels asynchrones. Tiens, regarde. Je l'ai utilisé dans cet autre widget. Ici, les données, elles sont récupérées par des appels à des web services. Alors le premier web service, c'est un web service SOAP. Je vous rappelle, les web services en W langage, c'est super facile à utiliser. Pour un web service SOAP, vous importez directement dans votre projet la description du web service, le WSDL, c'est ce qu'on appelle le WSDL. Ensuite, dans votre code, vous appelez le web service comme si c'était une procédure de votre projet. Et c'est WinDev qui se charge de faire les appels. Et pour faire un appel de web service SOAP en asynchrone, eh bien vous utilisez les nouveaux mots-clés après et faire de la version 26, comme on a fait ici. Alors dans ce code, récupère colis en attente, c'est une fonction du web service. Ici, le W-langage fait l'appel du web service, il récupère le résultat et il l'affecte dans la variable colis en attente. Attends, je vois pas ce qui est asynchrone. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Alors pour que tu comprennes bien, je te montre comment on faisait avec les anciennes versions de WinDev. Voilà, ça c'est le code avant. Donc dans ce cas, si le web service met 15 secondes à répondre, eh ben, ton appli elle est bloquée 15 secondes sur cette ligne. Et toi tu es bloqué devant un sablier. Et t'aimes pas de ça d'être bloqué devant un sablier? Non. Et ben, ce qui est magique, c'est que rien qu'en ajoutant les mots-clés après et faire, le W-langage va déclencher l'appel du web service en arrière-plan, sans bloquer l'application. Et pendant ce temps, eh ben, il va continuer d'exécuter le reste du code, c'est-à-dire tout ce qui est après le fin. Et quand le web service a répondu, et à ce moment-là seulement, le code qui est situé entre le faire et le fin est exécuté. Mais c'est super bien tout ça. C'est facile à lire, c'est facile à écrire. Mais du coup, pour les web services REST, on peut les appeler en asynchrone aussi? Ah oui, bien sûr. Alors pour les web services REST, la syntaxe elle est un petit peu différente parce que les web services REST, ils n'ont pas des descriptions comme les SOAP. Alors vous le savez, les web services REST, on les appelle avec la fonction REST envoie. Et bien en version 26, cette fonction propose une nouvelle syntaxe qui prend deux paramètres. Alors le premier paramètre, c'est une variable REST-requête qui décrit l'appel du web service, comme d'habitude. Le second paramètre, c'est une callback qui sera appelée avec la réponse du web service. En fait, l'asynchrone avec WinDev, c'est super facile. Faites de l'asynchrone avec WinDev et comme ça, si j'utilise votre application, moi je serai contente. Avec WinDev, l'asynchrone, c'est facile à écrire, facile à lire. Vos applis sont réactives, vos utilisateurs sont heureux. Et Caro aussi. Toutes les études prouvent que la possession d'un animal de compagnie, en particulier d'un chien, apaise et rassure l'être humain. Alors pour vous apaiser et vous rassurer, nous, on vous fournit un watchdog. Un watchdog en anglais, c'est un chien de garde. En informatique, un watchdog, c'est un robot de surveillance. Il surveille votre infrastructure et il vous envoie un message quand il y a un problème. Comme ça, vous êtes rassuré. Alors dans ce sujet, on va vous montrer quelques nouveautés bien utiles du robot de surveillance de WinDev. Quand vous avez des serveurs en production, vous n'êtes jamais à l'abri d'un incident. Un disque dur trop plein, une erreur de programmation qui fait planter une appli, ou un serveur web qui tombe en panne. Dans tous les cas, quand un problème arrive, vous voulez être prévenu le plus vite possible pour pouvoir intervenir. C'est normal. Votre solution, c'est le robot de surveillance. Alors comme j'ai déjà fait un webinaire complet sur le robot il y a quelques semaines, je ne vais pas revenir en détail sur l'installation et la config. Pour revoir ce webinaire, vous allez sur le site de PCsoft dans la page des vidéos et vous cliquez là sur le gros chien tout noir. Qui c'est qui surveille le robot? C'est un autre robot. Alors pour continuer, je lance le moniteur de mon robot de surveillance. Alors je fais juste une petite parenthèse. Si vous voyez l'écran un peu flou, c'est certainement que le mode de résolution par défaut de votre navigateur n'est pas correct. Donc pour corriger ça, en fait, il suffit d'aller dans la petite roue crantée en bas à droite et de choisir 1080p. Alors le moniteur du robot, il permet de créer les contrôles et de suivre ce qui se passe. Et je vous montre un exemple de contrôle. Donc là, c'est un contrôle qui surveille un de nos serveurs du WinDev Tech Tour. Le contrôle, il s'appelle serveur WTT.
Alors ce contrôle, il a différents paramètres. Le premier paramètre, c'est la catégorie. Les catégories, c'est vous qui les définissez. C'est pour classer vos contrôles. En dessous, il y a le type du contrôle. Ici, c'est un serveur WebDev. Vous le voyez, il y a 15 types de contrôles en standard et vous pouvez créer des contrôles en W langage. Donc en fait, vous faites absolument tout ce que vous voulez. En dessous, vous pouvez indiquer qu'un contrôle dépend d'un autre contrôle. Ça vous évite les messages d'alerte en cascade. Bah oui, si l'accès Internet est coupé, tous les contrôles qui dépendent d'Internet seront aussi en erreur. Mais ce n'est pas la peine de recevoir 30 000 messages. Alors en dessous, il y a les paramètres généraux du contrôle. À quelle heure il doit passer, tous les combien il doit passer, quel jour il doit passer. Et en version 26, quand ces paramètres sont les mêmes pour plusieurs contrôles, vous en faites un modèle. Ici, vous le voyez, j'ai défini un modèle que j'ai appelé contrôle critique. Ça, c'est pour les contrôles qui doivent être vérifiés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai aussi défini un modèle heure ouvrée. Alors celui-là, il regroupe les contrôles qui ne passent que du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Je m'en sers pour les éléments moins importants, pour ne pas recevoir d'alerte le week-end, quand la remise en service, elle peut attendre le lundi matin. Alors maintenant, comme on est dans un WinDev Tech Tour, on a choisi de vous montrer deux fonctionnalités un peu plus avancées du robot de surveillance. La première, elle répond aux besoins suivants. Il y a certainement des personnes dans votre organisation qui aimeraient savoir quand il y a un incident en cours quelque part, mais sans avoir à installer le robot de surveillance. Eh bien, ça tombe bien, en version 26, vous pouvez afficher les infos du robot sur un site web. Je vous montre un exemple. Alors, ça c'est un exemple de site qui affiche l'état du robot de surveillance. Cet exemple, il est livré avec WinDev. Ici, on l'a utilisé pour afficher la page de statut d'une boutique en ligne. Alors, vous le voyez ici, je n'ai pas affiché tous les contrôles, mais seulement des infos générales. Là, on voit par exemple qu'on a des perturbations sur la réception des emails. Donc dans ce cas-là, on ne s'inquiète pas quand les mails arrivent au compte-gouttes et on n'a pas 50 utilisateurs qui appellent en même temps le support interne pour demander des nouvelles des emails. Alors, la communication entre ce site et le robot, ça se passe avec une webhook. En fait, le site propose une page AWP qui sera appelée automatiquement par le robot à chaque passage de test. Et cette page, elle reçoit en paramètre la liste des tests passés et les résultats. Et grâce à ces informations, on peut créer cette page de statut. À la place d'une page, ça pourrait être un web service aussi. Alors, l'appel d'un web service ou d'un site, c'est une autre nouveauté 26 du robot de surveillance. Alors concrètement, dans le robot, je l'indique où l'adresse de cette page ou de ce web service. Eh bien, la webhook, elle se définit dans les paramètres généraux du robot. C'est ici, dans Paramétrer, Paramètres du robot de surveillance. Dans l'onglet Programme tiers, il suffit de saisir ici l'URL de la webhook. Techniquement, la webhook, en fait, c'est une requête POST avec toutes les infos qui sont passées en JSON. Le site qu'on vient de vous montrer, il est livré en standard avec WinDev. Et comme les centaines d'exemples qui sont livrés avec WinDev, vous pouvez bien sûr le réutiliser. Deuxième fonctionnalité que je voulais vous montrer, moi si un de mes serveurs ne répond plus, je veux recevoir immédiatement un SMS. Alors comment faire ? Bien, c'est facile Manu, on va utiliser une autre fonctionnalité du robot. Le robot, il peut appeler un programme externe en cas d'erreur d'un test. Allez, je retourne dans les paramètres du contrôle. Donc c'est ici en bas, programme à lancer en cas d'erreur. Alors moi j'ai écrit une appli en WinDev qui envoie des SMS. Sur sa ligne de commande, il faut lui passer le destinataire des SMS et le message à envoyer. C'est l'appli envoie SMS. Donc je l'ai défini ici et sur la ligne de commande, donc je lui passe le numéro de téléphone de Manu et le message à envoyer. Cette appli, on vous la fournira avec son code source dans le support de cours du WinDev Tech Tour. Et voilà, si le contrôle passe en erreur, je suis averti par SMS. Et hop, je mets ma cape virtuelle et je me connecte pour rétablir le service. Le robot de surveillance est un outil incontournable pour contrôler que votre infrastructure soit toujours opérationnelle. Vous êtes prévenu à la moindre défaillance de votre infra. Et comme ça, vous pouvez intervenir tout de suite. Ce robot, il est livré en standard avec la version 26. Moi, j'ai qu'un conseil, utilisez-le. Parlons de mobilité. Alors vous le savez, WinDev Mobile permet de créer des applications Android et des applications iOS. Et même Windows CE d'ailleurs. Alors avec WinDev Mobile 26, vous bénéficiez d'un environnement complet pour faire des applications mobiles évoluées en termes d'UI et d'UX. Alors dans ce sujet, on va vous montrer 7 fonctionnalités qui vous aident à créer des UX mobiles au goût du jour.
Alors comme on l'a vu tout à l'heure, sur les mobiles, tout est asynchrone. Les systèmes d'exploitation mobile, que ce soit Android ou iOS, ils interdisent de bloquer le thread principal de l'application. Pour faire de l'asynchrone, WinDev Mobile vous offre plusieurs techniques. Vous avez les threads, vous avez les tâches parallèles, vous avez les appels asynchrones de web service qu'on a vu tout à l'heure. Et nouveauté en version 26, il y a également plusieurs fonctions WLangage qui vous proposent maintenant des syntaxes asynchrones. Alors pour être asynchrone, l'ouverture des fenêtres en Android et en iOS, elle se fait avec la fonction Ouvre fenêtre mobile. Ici, vous voyez le code pour ouvrir la fenêtre fiche de saisie de client dans notre application d'exemple. Alors oui, l'application qui nous sert d'exemple dans ce sujet, c'est une gestion de client. Alors comme c'est asynchrone, je peux avoir besoin d'être prévenu quand la fenêtre se ferme. Et pour récupérer les valeurs de retour de vos fenêtres, eh bien, ça se passe dans le traitement de fermeture de fenêtre fille. Alors vous voyez un exemple ici. Ma fenêtre fille, c'est un mot-clé du double langage. Il permet d'identifier la fenêtre qui vient de se refermer. Et avec la propriété .valeur renvoyée, je récupère la valeur que la fenêtre peut renvoyer. Alors sur les mobiles, il y a d'autres points à garder en tête. Dans les applis mobiles, il y a des fonctionnements standards, comme par exemple les gestures, les swipes, etc. Vos applis doivent respecter ces standards. Eh bien ça tombe bien. Avec WinDev Mobile, tous les fonctionnements standards sont proposés. Je prends un exemple. Attends Manu, pour voir le résultat en exécution, je vais vous afficher WinDev Mobile à gauche, voilà, WinDev Mobile 26 sur la gauche de l'écran, et l'écran d'un téléphone à droite. Alors ici, le téléphone qu'on vous affiche, c'est le Galaxy S20 de Manu, sous Android. Ici, on utilise un téléphone sous Android, ça marche pareil avec un iPhone. Alors les gestures dans les zones répétées donc. Regardez, dans la description de la zone répétée, dans l'onglet Détails, il suffit de choisir l'action à effectuer en cas de balayage, de swipe. Alors vous pouvez ne rien faire, c'est le moins fatigant. Vous pouvez supprimer automatiquement la ligne, ou bien vous pouvez faire une action par programmation. Ce choix, ça exécute le code que vous avez mis dans le traitement de balayage de la ligne du champ de zone répétée. Et vous pouvez même faire un balayage personnalisé, comme ici. Je balaye la ligne de Véronique sur mon téléphone, l'application affiche des boutons d'action. Ces boutons, c'est moi qui les ai définis. Ils sont dans une fenêtre interne de l'application. Ce choix balayage personnalisé, ça vous permet de différencier les balayages à gauche et à droite et également de proposer des UI avancés. Un autre exemple, le pull to refresh. Alors vous savez, c'est la gesture qui permet à l'utilisateur de tirer une liste vers le bas pour rafraîchir son contenu. Pull to refresh. Et moi, quand je mets un pull, en général, c'est pas pour refresh, hein, c'est plutôt pour réchauffe. Avec WinDev Mobile, le pull to refresh, c'est une case à cocher. C'est la case, ici, rafraîchissement par tirer relâché. Alors tirer relâché, c'est en français, donc pull to refresh en anglais. Vous pouvez même spécifier juste en dessous une fenêtre interne personnalisée pour afficher un sablier ou un message d'attente, comme vous le voyez ici sur le téléphone. Quand vous avez coché cette case, il suffit de mettre le code d'actualisation de la liste dans le traitement ici, rafraîchissement par tirer relâché de la zone répétée. Alors vous avez vu, WinDev Mobile gère automatiquement les gestures pour vous et vous permet de les paramétrer finement. Alors sur mobile, vos utilisateurs s'attendent à une présentation des fenêtres habituelles, avec par exemple une action bar en haut de la fenêtre. Et avec WinDev Mobile, il n'y a rien à programmer. L'action bar, c'est un champ, donc pour vous, c'est facile à gérer. Autre nouveauté en version 26, on en a déjà parlé, c'est le champ HTML sur mobile, en affichage et en saisie. Grâce à ce champ, directement dans vos applications, vous affichez du contenu riche très facilement. Alors vous le voyez dans cette application, on a utilisé ce nouveau champ de saisie HTML pour saisir les commentaires sur la fiche client. Et comme ce champ il est également disponible sur toutes les plateformes, plus besoin du RTF. Autre spécificité des mobiles, les widgets. Je vais vous en ouvrir un ici dans l'éditeur. Alors déjà, un widget, c'est quoi? Un widget, en fait, c'est une fenêtre d'une appli de votre téléphone qui est affichée en permanence sur l'écran d'accueil. Donc ici, vous voyez un widget sur l'écran du téléphone et le même dans l'éditeur. Quand vous faites une appli qui doit afficher un widget, il faut savoir que en fait, le widget, c'est un type particulier de fenêtre. Donc vous définissez ici, dans la description de la fenêtre, et il suffit de choisir ici dans l'onglet UI que c'est une fenêtre de type widget.
Alors vous le savez, grâce à WinDev Mobile, votre code WLangage est compatible Android et iOS. Mais des fois, il peut y avoir des petites différences. Par exemple, c'est le cas avec la fonction Appli ouvre fiche. Cette fonction, elle ouvre le store sur la fiche de l'application. Donc elle prend des paramètres différents en iOS et en Android. Dans ce cas-là, vous gérez la différence avec une instruction compile-si. Bon, ça, on en reparlera demain dans le développement multiplateforme. Et pour les différences d'UI, vous utilisez les agencements. Les agencements, je vous rappelle, ça permet de créer des vues différentes d'une même fenêtre. Par exemple, un agencement portrait et un agencement paysage, comme ici. Ou encore un agencement smartphone et un agencement tablette, parce que les écrans sont vraiment différents entre un téléphone et une tablette. Quand vous gérez des écrans avec des petites différences de résolution ou de taille, utilisez les ancrages plutôt que les agencements. C'est plus simple quand il n'y a que des petites différences. Et dans tous les cas, moi je vous conseille de créer vos fenêtres dans la résolution la plus petite et ensuite de laisser travailler les ancrages. J'ai une dernière astuce à vous donner avant de clore ce sujet. En mobile, il faut savoir que tout va très vite. Google et Apple modifient très fréquemment des comportements et n'assurent pas forcément la compatibilité. Quand vous faites du développement mobile, il faut absolument être en dernière version de l'environnement. Et en plus, à chaque version, vous bénéficiez de toutes les nouveautés, des nouveaux champs, des nouveaux comportements. Et votre code généré est compatible avec les dernières versions des OS. On vient de voir les grands principes, quelques guidelines à respecter pour faire des applications mobiles. Grâce aux champs évolués et aux fonctionnalités avancées, WinDev Mobile vous aide au quotidien à produire des applications de qualité. Nouveau sujet, on va parler du débugage. Et pour ce sujet, on a une invitée spéciale. Je vous remercie d'accueillir Anne. Merci de l'invitation et bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver. Ce sujet sur le débugage, on l'a préparé sous forme d'un quiz. Pour participer, il vous suffit de prendre votre téléphone Ou votre tablette. et de scanner ce QR code. Alors vous pouvez aussi taper l'URL pcsoft.fr/quiz avec 2 Z, comme quiz. Alors, utilisez votre téléphone, comme ça vous pouvez continuer à suivre le live en même temps. C'est mieux pour entendre les questions. Le principe du quiz, c'est super simple. On vous pose une question sur le débugage avec WinDev, WebDev ou WinDev Mobile. À chaque fois, il y a 3 réponses possibles. Sur votre téléphone, vous choisissez réponse A, B ou C. Pour chaque question, vous avez 10 secondes pour répondre. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Première question, quel outil vous permet de débugger votre application WinDev pendant sa phase de développement? Alors, réponse A, WinDev tout simplement. Réponse B, WD-Debug. Réponse C, la loupe de Sherlock Holmes. 10 secondes, c'est à vous. Eh bien, la bonne réponse, c'est la réponse A. Effectivement, avec WinDev, vous débuguez vos applications tout simplement depuis votre environnement de développement. Avec WebDev et WinDev Mobile aussi d'ailleurs. Vous débuguez pour toutes les plateformes, les applications desktop, Windows et Linux, les sites web, code serveur et code navigateur, et les applications mobiles, Android et iOS. Allez, on regarde ce que vous avez répondu? Alors, les résultats. J'ai cliqué. Les voilà. Vous êtes 79% à avoir trouvé la bonne réponse. Bravo à vous. Super. Allez, on continue tout de suite avec la deuxième question. Pendant un débugage, je veux m'arrêter dans le débugger dès que la variable non client change de valeur. Comment faire? Réponse A, je dois ajouter une directive de débugage dans mon code. Réponse B, j'ajoute la variable dans les expressions du débugger et j'active le stop automatique. Ou réponse C, j'appelle un ami. 10 secondes, c'est à vous. Alors, eh bien la bonne réponse, c'est la réponse B. Pour arrêter automatiquement l'application quand une variable change de valeur, il suffit d'ajouter cette variable dans les expressions du débugger. Ça se fait avec clic droit, ajouter l'expression au débugger. Et ensuite, il suffit de cliquer sur le petit point vert à gauche.
Si vous avez un ami développeur WinDev, la réponse C, ça pouvait marcher aussi. Alors, ces résultats. Vous êtes... J'ai recliqué? Suspense. J'ai pas recliqué. Alors, est-ce qu'on peut avoir les réponses? Vous êtes 75% Waouh! à avoir eu la bonne réponse. Décidément, vous êtes très fort. Bravo à tous. On continue avec la troisième question. Comment faire pour débugger votre application en production sur le poste d'un utilisateur qui est au pôle Nord, mais qui a un accès Internet? Alors, réponse A, en utilisant l'utilitaire wd-debug. Réponse B, en compilant une version spéciale debug de l'application. Réponse C, en utilisant un manchot voyageur. Vous avez 10 secondes, c'est à vous de jouer. Alors, la réponse. Eh bien, la bonne réponse, c'est la réponse A. Il suffit en effet à l'utilisateur de lancer l'outil wd-debug sur son poste et de vous autoriser à vous connecter à distance. Votre WinDev va alors dialoguer avec l'outil wd-debug et vous pourrez débugger l'application. C'est facile. Un petit truc et astuce quand même. Le manchot, de toute façon, c'était pas possible parce qu'au pôle Nord, il y a des pingouins, pas des manchots. Bravo Marc. Merci Marc. Et sinon, on peut avoir les résultats Oui, on va les avoir. d'ici quelques secondes. Oui. Voilà. Suspense. Eh bien, vous êtes très fort. Hein. 75% d'entre vous ont trouvé la bonne réponse. Allez, tout de suite la quatrième question. Attention, là c'est un petit peu plus pointu. Quelle fonction du W-langage vous permet d'activer l'enregistrement de toutes les instructions exécutées dans l'application? Réponse A, trace début. Réponse B, DBG active log. Ou réponse C, DBG trace enable. Allez, vous avez 10 secondes, c'est à vous. C'est parti. Top. Alors pour cette question, eh bien, il fallait choisir la réponse B. Pour activer le log de débugage, vous utilisez la fonction DBG active log. Alors DBG, c'est la famille des fonctions d'aide au débugage. Le log de débugage, c'est un fichier d'extension .wlog qui contient tous les appels de fonctions avec les paramètres passés. Alors ça, c'est très utile pour isoler un problème qui ne se produit pas souvent et pour lequel on ne peut pas forcément laisser un débugger attaché à l'application en attendant de reproduire. Alors, le log de débugage, c'est aussi très pratique pour mettre au point des applications multithread. Alors, les résultats. Eh bien, ça fait plaisir, vous êtes 58% à avoir trouvé la bonne réponse. Bravo à tous. Et oui. Et on continue avec une cinquième et dernière question. Comment faire pour voir la valeur d'une variable pendant le débugage? Alors, réponse A, il n'y a rien à faire. Le débugger affiche en direct la valeur de toutes les variables sur chaque ligne de code. Réponse B, il suffit d'ajouter la variable dans la liste des expressions du débugger. Réponse C, sur la variable, vous faites clic droit, voir l'expression. Réponse D, les trois, mon capitaine. Allez hop, 10 secondes. Alors celle-là, comment vous dire? J'ai même pas besoin de regarder les résultats. En fait, vous êtes 100% à avoir répondu juste. Et oui, en effet, toutes les réponses sont bonnes. Pour connaître la valeur d'une variable pendant le débugage, vous avez le choix. Vous pouvez soit l'afficher par le menu contextuel, vous pouvez aussi utiliser les expressions du débugger, et c'est nouveau en version 26, le débugger de WinDev vous affiche automatiquement les valeurs des variables utilisées sur la ligne de code en cours de débugage. Et ça, c'est hyper pratique. Et bien voilà, félicitations à tous, merci pour votre participation. Pour approfondir le sujet du débugage, vous avez également la doc en ligne ou la LST. Et tout de suite, on retrouve Caro et on continue avec un sujet sur l'OCR. Et moi, je vous dis à bientôt. Et voilà Caro qui nous rejoint pour ce sujet. Alors,
Hier, on a parlé d'OCR, de reconnaissance optique de caractère. On vous a montré comment sélectionner une zone au lasso et ne faire l'OCR que sur cette zone. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment mettre en place tout ça dans une application pour automatiser la récupération d'informations. Un exemple. Votre service compta reçoit des factures par email. Alors quand votre société travaille beaucoup avec un fournisseur qui facture à l'acte, le service compta, il reçoit beaucoup de factures du même fournisseur. Comment vous pouvez aider le service compta en évitant la saisie manuelle de ces factures? Eh bien, l'OCR est là pour ça. Allez, on va vous montrer. Alors ici, vous voyez une facture. Dans cette facture, la compta a besoin du nom du fournisseur, du numéro de la facture, de la date de la facture et des 3 montants. Le montant hors taxe, la TVA et le TTC. Alors pour analyser automatiquement les factures de ce fournisseur, on va faire une appli. Alors, il y aura 2 phases dans cette appli. L'apprentissage, qui est fait une fois pour toutes, et ensuite le traitement des factures reçues. L'apprentissage, c'est l'utilisateur en fait qui va définir les zones des différentes informations à récupérer. Alors pour définir une zone, on a besoin d'un lasso. Eh bien là, on va utiliser le lasso d'hier. Allez, je reprends le projet sur lequel on a travaillé hier. Alors, je vous rappelle, ce projet, il affiche le PDF d'une facture dans un champ image et il propose un lasso pour sélectionner une zone et faire l'OCR dessus. Alors dans ce projet, pour gérer la phase d'apprentissage, on va définir une structure pour enregistrer les zones et des boutons pour sauvegarder la position de ces zones. Et pour la deuxième phase, pour traiter toutes les factures d'un répertoire, on aura un bouton avec le traitement et un champ table qui affichera les résultats. Pour bien différencier les 2 parties, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un onglet ici dans la fenêtre. Alors le premier volet, ça sera l'apprentissage et le deuxième volet, ça sera le traitement et ses résultats. Ok, c'est parti. Donc en premier, on va définir une structure. Dans le code d'initialisation de la fenêtre, je déclare une structure, STFacture, qui va contenir les coordonnées des zones à scanner dans chaque facture. Alors, chaque info, elle se trouve dans un rectangle. Donc le nom du fournisseur, c'est un rectangle. La date de la facture, c'est un rectangle. Le numéro de facture, c'est un rectangle. Puis vous avez compris le principe, les montants, hors taxe, TVA et TTC, ce sont aussi des rectangles. Il manque Yves aussi. Voilà, ma structure est définie avec tous les rectangles que je dois rechercher. Alors pour stocker ma structure, je vais déclarer une variable globale. Donc ma facture est un STFacture. Alors ensuite, dans la fenêtre, pour faire l'apprentissage, le mode opératoire, c'est donc l'utilisateur sélectionne une zone au lasso. Ensuite, il clique sur le bouton qui correspond à la zone. Donc moi, il me faut 6 boutons. Le premier bouton, ça va être pour définir le rectangle du nom du fournisseur. Je te laisse faire le bouton. Alors pour le code, on reprend celui d'hier. Donc mon rectangle est un rectangle. Mon rectangle.x égale le x du lasso fois 300 divisé par 96. 300, c'est le DPI du PDF. 96, c'est le DPI de l'écran. C'est ce qu'on a vu en détail hier. Alors on continue. Mon rectangle.y égale le y du lasso. Mon rectangle.largeur égale la largeur du lasso. Et mon rectangle.hauteur égale la hauteur du lasso. Alors ensuite, je sauvegarde ces coordonnées dans la structure. Donc ma facture.nofournisseur égale mon rectangle. Alors dans votre appli, vous stockerez la structure dans la base de données pour ne pas faire l'apprentissage à chaque fois. Allez, rapidement, je vais faire pareil pour les autres champs. Donc là, on avait le nom du fournisseur. On continue avec la date, avec le numéro de facture. Ouais, mais par contre, c'est bien de créer les boutons, mais... Oui, il faut faire le code avec. Ouais, il faut faire le code qui va avec. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Hop, le numéro Donc, de facture. la date, le numéro de facture. Et puis après, il y a les montants. Donc le montant hors taxe. Montant hors taxe. Hors taxe. Et le code qui va avec. Ok. Le montant de la TVA. Et le montant TTC. TTC. Alors ici, on est en démo. On fait par copier-coller. Comme ça va vite. TTC, pas TTV.
Voilà. Ok. Là, on a fini la partie apprentissage. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est le traitement automatique des factures. Alors, dans le volet traitement, j'ajoute un champ table pour afficher toutes les infos de toutes les factures. Alors, ce champ, il a une colonne par information, donc le fournisseur, le numéro de facture, la date et les 3 montants, hors taxes, TVA et TTC. Fournisseur, numéro de facture, date et Les 3 montants, les 3 montants, donc hors taxe, TVA et TTC. TVA et TTC. Ok. Et voilà. Alors ensuite, j'ajoute un bouton pour que l'utilisateur choisisse le répertoire où se trouvent ses factures. Attends, je vais juste modifier le cadrage. Voilà. Donc tu m'as dit ajouter un bouton pour choisir le répertoire. Oui. Ok. Et dans le code du bouton, je récupère le répertoire que l'utilisateur choisit. Donc pour ça, j'utilise la fonction frepSelector. frepSelector. Pas de répertoire sélectionné par défaut. Un titre, sélectionner le répertoire. Et ça va être bon. Alors ensuite, je vais lister les fichiers PDF de ce répertoire. Donc liste fichier PDF est une chaîne égale flist fichier de répertoire PDF plus fsep plus étoile.pdf. Deux petits trucs et astuces. Ici, vous le voyez, j'ai utilisé la fonction wlangage fsep. La fonction fsep, en fait, elle vous permet de mettre le séparateur adéquat en fonction de la plateforme. Donc un anti-slash sous Windows et un slash sous Linux, Android et iOS. Ça permet de faire du code cross-platform. Et deuxième astuce, vous le voyez ici aussi, pour ajouter le séparateur uniquement s'il n'est pas déjà présent, je mets des crochets. Les crochets, en fait, c'est l'opérateur de concaténation optionnel. Après, on parcourt tous les fichiers trouvés. Donc pour ça, on va faire un pour tout, pour toute chaîne. Et pour chaque fichier, on va faire l'OCR dessus. Alors, dans notre exemple, on va afficher le résultat dans le champ table qu'on a créé dans la fenêtre. Ok. Alors pour appliquer l'OCR, j'utilise la fonction OCR extrait texte pour extraire le texte du fichier PDF. Et cette fonction, je lui donne en paramètre le rectangle que je veux analyser. Donc dans la première colonne du champ table, ça sera le rectangle qui correspond au nom du fournisseur. Donc, ma facture.nom fournisseur. Et pareil pour les autres colonnes. Donc ensuite, il y aura 4, 5, le 6. numéro de facture, Donc le numéro de facture, la date, date, le montant hors taxe, la TVA et le TTC. montant TVA et montant TTC. Ok. La dernière parenthèse, elle est là. Et c'est quoi? Ah, C'est pas la bonne fonction. Hop. OCR extrait texte. Voilà. Et voilà, on teste? Allez. Allez, go! Alors, première étape, l'apprentissage. Là, je définis les zones à analyser. Donc, sur la facture, je sélectionne la zone contenant le nom du fournisseur et je clique sur Fournisseur. Ensuite, je fais pareil pour le numéro de facture. Il est ici. Je mémorise le rectangle. Pour la date et pour les montants. Alors, pour les montants, je vais prendre toute la case comme ça. Même si les montants sont gros, ça va le faire. Donc, il y a le hors taxe, la TVA et le montant TTC. Voilà, toutes mes zones sont maintenant définies. J'ai fini l'apprentissage. Allez, maintenant on passe au traitement du répertoire de factures. Donc je clique sur répertoire pour choisir le répertoire qui contient les factures analysées. Donc elles sont dans le répertoire factures. Hop, et c'est parti pour l'analyse. Alors là, l'application analyse toutes les factures du répertoire. Sur chaque facture, elle passe l'OCR sur les zones qu'on a sélectionnées. Ensuite, l'application n'a plus qu'à envoyer les infos à la compta. Alors, dans notre exemple, on affiche juste les résultats au fur et à mesure dans le champ table. Quand vos documents ils sont dans différentes langues, il faut l'indiquer à l'OCR. Alors pour ça, c'est facile, il suffit de télécharger le modèle qui est optimisé pour la langue dont vous avez besoin, et ensuite d'utiliser la fonction wlangage OCR charge langue pour charger ce fichier. Alors pour télécharger les modèles optimisés, on vous a mis le lien dans le support de cours.
Alors là, on vient de voir l'OCR pour récupérer des portions de documents et intégrer ces données dans une application WinDev. Alors je vous le rappelle, l'OCR de la version 26, vous en bénéficiez aussi dans vos sites web dev et vos applications mobiles, que ce soit Android ou iOS. Et demain, troisième étape, on reparlera de l'OCR. On s'en servira pour ajouter une recherche dans une base de documents scannés au contenu hétérogène. Dans cette base, il y a tous les types de documents. Et quelque chose me dit que Marc pourra assouvir sa passion du 3 minutes. Avec l'OCR de la version 26, vous automatisez facilement des traitements chronophages. Vous simplifiez la vie de vos utilisateurs en leur livrant des applications toujours plus riches et toujours plus performantes. Alors tiens, je voudrais prendre une minute pour vous montrer quelque chose d'impressionnant. C'est la performance des bases HFSQL. Alors pour ça, on a préparé une base de 26 milliards d'enregistrements. 26 000 millions de lignes. 26 milliards, c'est un petit aperçu. Hein. Avec HFSQL, vous gérez des tables jusqu'à 329 millions de milliards de lignes. Alors notre base de données, c'est une base de statistiques du transport aérien. Elle sert aux offices de tourisme du monde entier pour faire des stats sur les passagers. Bon, en 2020, je ne vous cache pas qu'elle a moins servi que d'habitude. Hein. Tiens Marc, tu peux nous montrer la base de données dans le centre de contrôle HFSQL, s'il te plaît? Oh, oui. Alors, je me connecte à notre serveur. Il est là. Je vais afficher le détail de tous les fichiers. Voilà. Alors, le nombre d'enregistrements, on va agrandir la colonne. Voilà, donc exactement, dans cette base, on a 26 milliards 160 millions 502 880 enregistrements. Alors pour exploiter cette base de données, on a une application. Et je lance WinDev, je charge le projet. Alors dans le schéma des données, je retrouve les passagers, les vols, les compagnies, les aéroports, etc. Et l'extraction des données, bien on l'a fait avec une requête. La voilà dans l'éditeur de requête de WinDev. Et voilà son code SQL. Alors vous le voyez dans cette requête, on sélectionne tous les passagers qui ont pris un vol entre deux aéroports dans une fourchette de date. Ah bon? Pas dans un avion? Allez, on va tester. Je fais go. Alors d'abord, il nous faut une date. Donc dans notre base, on a dit on a un historique de 2013 à 2019, donc on va choisir une date au hasard. Caro, t'es né quel jour? Un lundi. Ok, ça m'aide pas. Non. T'es né quel jour? Le 12. Le 12. Ok, Manu, t'es né quel mois? En juillet. En juillet. 07. Oui. Et mon chat, il est né en 2017, donc 12 juillet 2017. On peut faire les stats sur une période de 1 à 7 jours. Donc ici, on va prendre 7 jours, ça va être bien. Et on va choisir un aéroport de départ. Allez, Caro, vas-y, je suis incollable en géographie, choisis l'aéroport de départ. On va prendre une ville que j'aime bien. Hanoï. Hanoï, c'est en Thaïlande. Hanoï, en Thaïlande? C'est une blague? Oui, c'est une blague, c'est au Vietnam. Il est là, l'aéroport de Hanoï. Bien joué. Voilà. Et de Hanoï, on va où? Où tu veux, fais-toi plaisir. Bon, on va rentrer à la maison. T'as quoi, Paris? En Europe, j'ai Paris ou Francfort. Allez, Paris, Charles de Gaulle. Allez, Paris. Je clique sur rechercher. Et le résultat est immédiat. Voilà, en un clic, j'ai la liste de tous les voyageurs qui ont pris un vol entre Hanoï et Paris entre le 12 et le 19 juillet 2017. Et ils étaient plus nombreux que cette année. Hein. Alors, je clique sur statistiques et l'application affiche la répartition des voyageurs par sexe, par âge et par nationalité. 26 milliards d'enregistrements, 26 milliards de lignes, c'est-à-dire 26 000 millions de lignes. Résultat immédiat. C'est ça, HFSQL. Vous venez de le voir, vous l'avez compris, HFSQL, c'est une base extrêmement performante au service de vos applications, au service de vos utilisateurs, de vos clients. Et je vous le rappelle, HFSQL est librement redistribuable avec vos sites et vos applications Windows, Linux, Mac, Android, iOS. HFSQL, c'est vraiment la base de données idéale. On change de sujet, on va parler un peu de code. On va se pencher sur une nouveauté 26 du W-langage, les glocals. Alors derrière ce terme un peu bizarre se cache un concept très simple. Ce sont des variables globales, mais qui sont déclarées localement à un champ.
donc elles sont glocales. Alors, dans certains cas, ça permet de mieux organiser votre code. Je vous montre tout de suite un exemple. Alors, dans ce projet, j'ai une fenêtre fiche produit. Dans cette fiche, l'utilisateur peut saisir les infos d'un produit, en particulier un descriptif. Et quand l'utilisateur sort du champ, l'application appelle un web service qui va traduire ce descriptif. Oui, mais ce web service de traduction, il est payant. Il est facturé à la requête. Si la valeur du champ n'a pas changé, c'est pas la peine que je l'appelle, sinon je vais payer pour rien. Alors pour ça, c'est facile. Avant la saisie, je sauve la valeur du champ et après la saisie, je vérifie si elle a changé. Alors pour ça, dans le traitement d'entrée du champ de saisie, on sauve la valeur dans une variable. Dans le traitement de sortie du champ de saisie, on compare la valeur en cours avec la valeur précédente. Donc si elle a changé, on appelle le web service, sinon, on ne fait rien. Et la variable pour garder la valeur précédente, elle est définie directement dans le champ de saisie. Vous le voyez ici, dans le traitement d'initialisation du champ de saisie. C'est ce qu'on appelle une variable glocale. Alors pour ne pas multiplier les mots-clés, ils ont gardé le mot-clé global, mais c'est bien une glocale. Alors il y a 3 avantages à utiliser des variables glocales. D'une part, si je copie-colle ce champ dans une autre fenêtre ou un autre projet, il va marcher directement. Alors que si on avait déclaré les variables dans les globales de la fenêtre, il aurait fallu penser à les copier aussi. Deuxième avantage, si j'ai 2 champs de saisie avec ce fonctionnement dans la même fenêtre, ils auront chacun leur variable valeur précédente. Il n'y a pas de conflit. Et puis, troisième avantage, ce qui se passe dans le champ reste dans le champ. Vous éparpillez pas votre code ailleurs dans la fenêtre. Donc c'est plus lisible. C'est pour tout ça que moi je trouve que les glocales c'est sacrément pratique. Mais c'est pas tout. Là, on a fait une variable glocale. Mais les glocales, c'est beaucoup plus puissant que ça. En version 26, grâce aux glocales, vous pouvez créer vos propres propriétés sur un champ. Et je vous montre un exemple avec une propriété. C'est quoi ça, Marc? C'est un exemple de propriété. Elle est sympa avec la piscine et tout. Non mais Marc, je te parlais de propriété double langage, c'est évident quand même. Ah ok. Alors la bonne fenêtre, regardez dans cette fenêtre, j'ai un champ d'affichage prix TTC. Alors, dans ma base de données, j'ai le prix hors taxe et le taux de TVA. Et bien sur ce champ, prix TTC, je vais créer 2 propriétés. Une propriété prix hors taxe et une propriété TVA. Et comme ça, le champ il pourra calculer automatiquement le prix TTC. Alors du coup, on va manipuler le prix hors taxe et la TVA. Donc j'ai déjà déclaré 2 variables glocales, ici dans le champ, pour accueillir le prix hors taxe et la TVA. Alors, pour créer une propriété sur un champ, ça c'est facile, c'est dans l'explorateur de projet que vous voyez ici à gauche. Donc je vais sur le champ, clic droit, nouvelle propriété. Donc une fenêtre s'ouvre, je saisis le nom de la première propriété, prix hors taxe. J'indique qu'elle sera basée sur la variable glocale prix hors taxe. Et je fais pareil pour le taux de TVA. Ok, donc nouvelle propriété, taux de TVA, et elle est basée sur le taux de TVA. Ok. Alors regardons le code. Chaque propriété, elle correspond à une variable glocale du champ. Et lors de l'affectation de la propriété, il faut que je mette à jour la valeur du champ. Donc mon champ.valeur égale le montant hors taxe fois 1 plus le taux de TVA. Ok, je fais pareil pour la deuxième propriété, donc pour la propriété prix hors taxe, et c'est tout bon. Alors pour tester, je vais créer un bouton. Créons un Je te bouton. laisse faire. Prix TTC, ok. Alors dans ce bouton, j'affecte le prix hors taxe. Donc on va mettre 100 000. Mettons 100 000, ok. Et le taux de TVA, on va mettre 20%. Le taux de TVA, tu m'as dit 20%? 20%. 20%, ok. Alors je fais Go. Hop, je clique sur le bouton. Et vous le voyez, le champ prix TTC est calculé automatiquement. Alors là, on vient de voir la création de propriétés sur un champ. Avec les glocales, vous pouvez aussi surcharger les propriétés du W-langage. Je vous montre. Dans cette fenêtre, il y a un libellé qui affiche des infos sur l'état des stocks. Selon l'état du stock, on change la couleur de fond du libellé. Par exemple, on la passe en rouge quand le stock est trop bas. Et pour que le texte reste toujours lisible, il peut être nécessaire de changer aussi la couleur du texte.
Et pour faire ça automatiquement, à chaque fois que j'utilise la propriété couleur fond, eh bien je l'ai surchargé, cette propriété couleur fond du W-langage. Vous le voyez ici. Donc voilà le code que j'ai écrit. Donc si la couleur de fond est lumineuse, on met le texte en noir. Si elle est plutôt sombre, on met le texte en blanc. Comme ça, c'est toujours lisible. Allez, pour vous montrer le résultat, je fais Go, j'affecte la propriété en rouge, le texte passe en noir, je l'affecte en vert, le texte passe en blanc. Vous le voyez, le libellé, il est toujours lisible. Les glocals, c'est un outil très souple. Avec les glocals, vous regroupez les données et les traitements avec les champs qui leur sont associés. Tout est regroupé, donc le code est plus lisible et donc plus facile à maintenir. Vous surchargez facilement les propriétés ou les fonctions du double langage. Vous créez facilement des champs personnalisés et autonomes. Et comme tout est dans le champ, eh bien vous pouvez simplement le copier-coller entre plusieurs fenêtres ou dans différents projets. Alors dans ce nouveau sujet, on va parler du web et de l'ouverture de WebDev à toutes les technos. Alors déjà, vous le savez, depuis n'importe quelle techno, vous accédez directement à vos pages WebDev. Et parfois, pour différentes raisons, pour travailler avec d'autres équipes, vous pouvez avoir besoin d'appeler uniquement des traitements métiers réalisés en WebDev depuis une autre techno. Alors comment on fait pour les intégrer? Comment on fait pour concilier la puissance du serveur d'application WebDev avec les technologies tierces? Eh bien, pour faire ça, une solution facile à mettre en œuvre, c'est les pages sans UI. Alors, les pages sans UI, c'est une nouveauté de WebDev 26. Ça vous permet de connecter facilement un site React avec un code métier W-langage. Caro, elle a dit React, mais ça marche avec n'importe quel framework web, que ce soit React, Angular ou Vue.js ou d'autres. Alors pour bien comprendre comment ça marche, je vous propose de voir ensemble un exemple. Alors je vous montre le site. C'est le site d'un grossiste en confiserie. Le voilà. Alors, dans notre exemple, la page principale, elle affiche une liste de produits. On peut ajouter les produits dans un panier. Ici, je commande 200 réglisses. Ok. Ensuite, on peut générer un devis. Le voilà. Alors, dans ce site, l'UI a été faite en React et les traitements métiers en W-langage, en WebDev. Alors, les traitements métiers, c'est l'accès à la base de données, la gestion du panier, la génération du devis en PDF. Alors, comment la partie en React, elle appelle le W-langage? Eh bien, pour ça, ce site utilise une page sans UI. Je vous montre cette page dans WebDev pour voir les différences avec une page habituelle. La voilà. Alors, vous le voyez, cette page, elle est sans UI. Elle ne contient pas de champ. Elle a juste du code, des variables et des procédures serveur et navigateur. Par exemple, j'ai défini une procédure serveur récupère produit. Cette procédure, elle renvoie à la liste des produits. Dans cet onglet de la page, dans cette description, ici, on a indiqué que c'est une page sans UI. Pour tester, vous vous en doutez, on ne peut pas faire un Go de la page directement. C'est logique, il n'y a pas d'UI, donc il n'y a rien à afficher dans le navigateur. Du coup, pour tester vos procédures, votre code, dans la description de la page, vous indiquez ici l'URL de la page HTML qui utilise cette page sans UI. Et dans l'éditeur de page, il n'y a pas de champ à afficher. WebDev en profite pour afficher une aide pour l'intégration de cette page dans l'autre site. Dans le site qui va utiliser les traitements en fait. Alors vous le voyez, c'est très facile, il suffira d'une simple balise HTML script. Allez, maintenant, je vous montre l'intégration de la page sans UI en React. Alors je vous rappelle, c'est pareil avec les autres frameworks tierces. Alors ici, dans l'entête de la page, dans la balise HTML head, j'ai copié-collé le code qu'on vient de voir dans WebDev. Et c'est tout. Je vous rappelle, en React, on développe en JavaScript. C'est pour ça qu'il y a quasiment rien en fait, dans le code HTML. Tout le code d'affichage du site, en fait, il est dans le JavaScript. Donc maintenant, dans React, en JavaScript, je peux appeler les procédures W-langage de la page WebDev. Vous le voyez ici, on voit l'appel à la procédure W-langage liste produit. On l'a vu tout à l'heure. Alors vous pouvez appeler n'importe quelle procédure de votre page WebDev. Il suffit de préfixer l'appel par le mot-clé JavaScript window.mapage. Et puis le devis, c'est un état. Un état, vous ne le faites pas en React, bien sûr, il est fait en WebDev, avec l'éditeur d'état de WebDev. Bien, le bouton JavaScript imprimer le devis, en fait, il appelle la procédure W-langage génère devis. Là voilà.
La procédure génère devis, c'est une procédure navigateur. Cette procédure, elle fait un appel AJAX pour appeler le code métier en code serveur et déclencher l'impression de l'état au format PDF. Et elle renvoie l'URL du fichier généré. Et c'est tout. Alors voilà, on vient de découvrir ensemble les pages sans UI. Alors je vous rappelle, dans ce site, l'UI, elle est faite en React, et les données, c'est une base HFSQL, accédée en WebDev. Et ce devis, il est fait avec l'éditeur d'état de WebDev. Vous venez de voir comment intégrer facilement dans un site React, et c'est pareil avec Angular et les autres, des traitements métiers, l'accès à la base de données HFSQL et une impression d'état. Grâce aux pages sans UI, vous bénéficiez de la totalité des fonctionnalités du serveur d'application WebDev, du W-langage, du générateur de rapports, du générateur de requêtes, de la base HFSQL et de tout le reste. Grâce aux pages sans UI, vos sites WebDev sont interconnectables avec toutes les technologies du web. Alors dans ce deuxième sujet consacré aux emails, on va voir un point important. Comment faire de beaux emails, même sans aucune compétence graphique? Et moi, je vais vous confier mon secret, je ne les fais pas moi-même. Tu m'étonnes, vu tes goûts. Pardon? Non, je veux dire, tu as raison, enfin, il y a des pros du design, ça serait dommage de ne pas exploiter leurs compétences. Mais du coup, tu t'y prends comment? Je cherche sur le web un template d'email qui me va, parce que des sites de templates, il y en a plein. Ensuite, je l'importe dans le champ éditeur d'email de la version 26. D'accord. Comment tu fais en fait? C'est facile, c'est 3 lignes de code. Attends, mais ça m'intéresse. Hein. Enfin, et puis à mon avis, je suis pas le seul à être intéressé. Tu nous montres? Je suis un peu là pour ça quand même. On Pas va faux. même faire mieux, je vais te guider. D'accord. Alors, vous vous souvenez, dans le premier sujet sur les emails, on a utilisé un exemple qui est livré avec WinDev, WDMail. Alors, je vais le recharger. Voilà. Et on va faire Go. Go. Voilà. Alors, là, on est dans la fenêtre pour rédiger un nouvel email. Eh bien, dans cette fenêtre, ce qu'on va faire, on va ajouter la possibilité d'importer un template. Ok, mais des templates de mail, j'en ai pas moi. Où est-ce que j'en trouve? Sur le web, Marc, sur le web. Tiens, prends Google. Google. Ok. Alors, tu tapes template email HTML. Template, email, HTML. Voilà. Et là, tu en as 584 millions. Tu devrais arriver à trouver quelque chose qui te plaît dans tout ça. Normalement, je devrais y arriver. Ouais. Alors moi, j'aime bien ceux de Mail Bakery. Ceux de Mail Bakery, ici. Ah ouais. Ouais, les voilà. Tout ça, c'est des emails. C'est pas mal ça. Tiens, lequel il te faut? Attends, je regarde. Tiens, celui-là, il a pas l'air mal. Je vais regarder en live ce que ça donne. Ouais, celui-là, il serait pas mal pour mon activité en fait. Ok. Allez, je télécharge, donc je clique sur Download. Ça me télécharge un zip. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce zip? Il y a un fichier HTML, donc ça c'est le template, je suppose. Exactement. Et dans le sous-répertoire images, donc ça c'est toutes les images qui sont utilisées par le template. Oui, parce que ce qui est important à savoir, c'est que les images dans un document HTML, en fait, les images sont référencées de manière relative au document. En fait, dans le document HTML, j'aurai jamais un c:"mesimages / monimage.gif. J'aurai un / image, monimage.gif. Du coup, mon template, c'est bon, je l'ai. Et les 3 lignes de code, alors, c'est quoi? Eh bien, on retourne dans WinDev. On retourne dans WinDev. Attends, je vais faire un peu de ménage. Hop, on retourne dans WinDev. Okay. Alors, j'ouvre la fenêtre de rédaction d'un nouvel email. La voici. La voici. Alors, dans cette fenêtre, le champ principal, c'est le champ éditeur d'email. C'est tout ce que vous voyez là au centre, ce grand champ. Le champ éditeur d'email, c'est un nouveau champ de la version 26. Alors ce champ, c'est un éditeur HTML spécifique pour les emails. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour que les emails s'affichent correctement sur tous les lecteurs de mails, il y a plein de règles à respecter. Je vous donne juste un exemple. Alors Gmail n'affiche pas les images encodées dans le HTML. Des règles comme ça, il y en a des dizaines. Alors pour écrire un email, il y a de nombreuses fonctionnalités HTML à ne pas utiliser pour que ce mail soit lisible partout. Alors l'avantage du champ éditeur d'email de la version 26, c'est que toutes ces règles sont déjà prises en compte. Vous n'avez pas à les connaître ou à les deviner. Vous utilisez le champ dans vos applications
Et le code HTML généré par ce champ respecte les règles des emails. Donc tous les destinataires pourront lire l'email, quel que soit leur client de messagerie. Ok, on a le champ pour éditer l'email. Maintenant, on va ajouter un bouton pour importer le template. Donc un template d'email, on l'a dit, c'est un fichier HTML et des images. Alors, on ajoute un bouton. Hop. Je vais l'agrandir. Importer un template. Et allons-y pour les 3 lignes de code. Allez. Alors, on va commencer par sélectionner le fichier, donc F-Selector pour choisir le fichier. Sélecteur, bah nickel, il y a un assistant. On va l'utiliser. Alors, j'indique que je vais ouvrir un fichier. Le titre, ça sera sélectionner le template. Sélectionner le template. OK. Ok. Ensuite, le type de fichier, c'est des fichiers HTML avec l'extension HTML. Ok, donc j'ajoute l'extension, je la mets par défaut et je supprime tous les fichiers. Ok. Voilà, suivant terminé. Et ben voilà. Ensuite, j'indique au champ éditeur d'email le répertoire à partir duquel il trouvera les images. Alors pour ça, j'utilise la propriété « répertoire de travail ». Et j'extrais le répertoire avec fextrait chemin depuis le nom du fichier. Et troisième ligne, je charge le template en lui-même. C'est un simple F-charge texte. Et voilà, c'est fini, on peut tester. Et ben go. Allez, go. Alors j'écris un nouveau message, je clique sur mon bouton importer un template. Je vais chercher donc dans les téléchargements ici mon fichier HTML, mon template. Ah, c'est chouette. Et puis là, tu es dans le champ éditeur HTML, donc ensuite tu peux tout modifier, hein. Les textes, les couleurs, tu peux modifier à la main. Bien sûr, tu pourrais aussi modifier par programmation. Et puis, si vous voulez modifier directement le HTML, c'est possible aussi. Dans le volet affichage du champ, vous cliquez sur Code source. Et voilà le source HTML. Il me plaît bien mon template là. Je vais me l'envoyer pour voir ce que ça donne sur mon téléphone. Donc je saisis mon adresse mail. Ok, un sujet. Windev Tech avec un H, tour 6. Je clique sur le bouton envoyer. Voilà, le mail est bien parti. Maintenant, je vais afficher l'écran de mon téléphone pour que vous voyez. On y est. Voilà mon téléphone. J'ai bien reçu le mail. Et bien le voici sur mon téléphone. Il est beau et j'ai rien eu à faire. C'est génial. Et voilà, je t'avais dit, 3 lignes de code. Faire de beaux emails, c'est facile en version 26, même pour moi. Grâce à la version 26, maintenant c'est facile d'intégrer un éditeur d'email dans vos applications. Et en plus, vous pouvez utiliser tous les templates du web. Et bien voilà, cette deuxième étape du WinDev Tech Tour se termine. J'espère qu'aujourd'hui aussi ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain, toujours à 14 h, heure de Paris, pour la 3e étape. Intégration continue pour gagner 5 jours par an. Double authentification pour garantir la sécurité des accès. Et aussi parce que c'est en train de devenir obligatoire. Nouveau champ carte pour ne pas vous perdre. Et le célèbre 3 minutes de marque. Vous serez comblés. Merci à tous pour votre attention et à demain. Merci à tous, bon après-midi et à demain. Merci de nous avoir suivis et on vous attend demain à 14 h.